Akira se réveille après 1000 ans. Il tombe brusquement au sol et sursaute. Lorsqu'il se lève, il remarque que toutes ses blessures ont disparu et se rend compte qu'il n'a aucun vêtement. Il regarde autour de lui, ne sachant pas où il se trouve, et se dirige vers un rayon de lumière. Lorsqu'il sort, il est choqué de voir une ville en ruine. Ailleurs, une femme masquée murmure son nom. Pendant ce temps, Akira regarde autour de lui avec confusion, pensant qu'il est peut-être en train de rêver. Mais un caillou lui heurte la tête et prouve qu'il est réveillé. Il regarde en arrière et suppose qu'il est tombé dans cet endroit. Sa mémoire semble perdue. Bientôt, un homme et une fille arrivent, parlant une langue inconnue. Ils s'agenouillent devant lui, l'appelant le sage. L'homme explique qu'un tremblement de terre a provoqué l'effondrement des ruines et qu'ils sont venus vérifier s'il est en sécurité. La fille de l'homme taquine Akira et son père l'arrêtent rapidement, s'excusant de ses manières. Akira essaye de leur assurer qu'il va bien et se lève, mais s'effondre faiblement au sol. Plus tard, un taureau tire une charrette conduite par l'homme avec sa fille et Akira qui s'y repose. Au bout d'un moment, Akira se réveille. La jeune fille en parle à son père, qui lui demande si Akira se sent mieux. Akira les remercie de l'avoir aidé et dit qu'ils ont dû le prendre pour quelqu'un d'autre. Il se présente comme Akira Himigami. L'homme toujours respectueux se présente comme étant Wiya, le chef d'un village voisin et sa fille Edi. Akira pose des questions sur le sage. Wiya explique que le sage est un dieu vénéré par leur village, enchâssé dans les ruines comme l'être divin qui confère la connaissance. Il dit qu'Akira dormait là bien avant sa naissance et que leur village avait été chargé de protéger les ruines. Wiya exprime sa surprise qu'Akira se soit enfin réveillé. Akira est stupéfait d'apprendre qu'il dort depuis si longtemps. En regardant les ruines, il se demande si une guerre y a eu lieu autrefois. Il éprouve soudain un éclair de mémoire et essaie de se souvenir de Tawasa, mais la douleur lui frappe la tête. Inquiet, Edi l'interpelle. Wiya lui dit qu'ils sont presque au village appelé Akodate. À l'évocation d'Akodate, Akira réalise quelque chose. Il regarde les ruines, puis une tour voisine qu'il reconnaît comme étant la tour Goryokaku. Les souvenirs d'un voyage en famille au collège lui reviennent. Voyant à quel point tout est détruit, il ressent une forte douleur dans la tête. Edi le presse de se reposer et Akira accepte, s'allongeant tout en essayant de se convaincre que cela doit être un rêve. Chez Wiya, sa femme est surprise de voir le sage dormir paisiblement. Elle s'approche étonnée de le voir en personne. Wiya lui dit de laisser un peu d'espace à Akira. Akira se réveille bientôt et Wiya demande comment il se sent. Akira demande où il se trouve et Wiya explique que c'est sa maison. La femme de Wiya dit gentiment à Akira de se détendre. Akira insiste sur le fait qu'il va bien. Elle sourit et lui assure que même si leur maison est simple, ils feront de leur mieux pour qu'il se sente à l'aise. Pendant le dîner, Wiya écoute avec fascination Akira parler de la technologie de l'ancien monde. Wiya est choqué de voir à quel point elle était avancée par rapport à aujourd'hui. Même sa femme a du mal à y croire, mais Akira le prouve. Akira demande depuis combien de temps il dort, mais Wiya ne sait pas. Il explique qu'ils sont de simples paysans, sans accès aux archives. Un homme prévient Wiya que garder Akira secret pourrait être vu comme la manipulation d'une relique. Akira demande à qui le signaler. L'homme répond « Well, l'institution unifiée qui gouverne le monde ». Akira demande alors ce que sont les pays, ce qui trouble Wiya. Wiya explique qu'autrefois, le monde était divisé en pays, mais Well les a dissous, remplaçant les gouvernements régionaux. Akira réalise que les nations n'existent plus et que Well détient plus de pouvoir que tout ancien pays. Wiya ajoute que Well a apporté une paix durable et mis fin à toutes les guerres. Akira est stupéfait. Edi demande son âge. Il répond 18 ans, mais admet qu'après un si long sommeil, il ne connaît plus son âge réel. Le frère de Wiya insiste pour signaler Akira à Well. Wiya lui dit de se calmer. Akira vient de se réveiller. Son frère rétorque, accusant Wiya de le garder par curiosité pour le passé. Les autres hommes sont d'accord, le village est en danger, et rappellent ce qui arrive à ceux qui cachent des reliques. La femme de Wiya se lève, résolue. Elle les gronde pour leur lâcheté, disant qu'Akira est nouveau et a besoin de temps. Elle insiste, Well n'a pas besoin de savoir. Edi imite fièrement sa mère. Les pleurs du bébé interrompent leur moment. La femme de Wiya va s'occuper du petit. Elle dit à Akira de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur sa guérison. Akira est reconnaissant. Plus tard, Edi dort, mais Akira reste éveillé. Il sort sur le balcon du toit, regardant le ciel nocturne et le petit village. L'air chaud lui dit que c'est l'été. Tout semble irréel, comme un rêve, mais son esprit revient à Tawasa. Au loin, une femme encapuchonnée observe le village. Un homme s'éloigne à cheval sous la lune. Le lendemain, après s'être lavé, Akira cherche des indices sur Tawasa. Edi le salue joyeusement et il lui demande un service. Elle l'emmène au marché du village, là où l'on fait ses courses.
Akira observe les étals, réalisant que le village ressemble à une campagne du XVIIIe siècle. Il remarque un étal échangeant de la monnaie avec une balance, ce qui implique une garantie de valeur. Il se demande si ce système vient d'où elle et réalise qu'il a tant à apprendre. Il demande à Eddie s'il y a une bibliothèque. Elle ne comprend pas le mot, alors il explique « un endroit plein de livres ». Elle s'illumine et dit que l'école en a beaucoup. À ce moment, la personne encapuchonnée est vue, achetant un porte-bonheur en les observant. Eddie emmène Akira à l'école. Il cherche dans les livres mais ne trouve rien sur Tawasa ou le passé. Il soupçonne que Well censure les informations. Il demande à Eddie comment contacter Well, mais elle réagit avec colère. Elle dit les détester, les qualifiant d'arrogants et de violents. Akira écoute, réalisant que Well n'est pas si pacifique. Alors qu'ils traversent le village, Akira et Eddie s'approchent d'une maison d'où s'échappent des voix joyeuses. Des gens applaudissent et félicitent quelqu'un. Akira se demande s'il fait un festival, mais Eddie, les yeux brillants, dit qu'elle a hâte de trouver sa propre Hills. Akira remarque que la plupart sont des femmes, ça ressemble à un mariage. Curieux, il demande à Eddie ce qui se passe. Elle explique que c'est l'Hills Seiya, une cérémonie où des personnes qui s'aiment prêtent serment et deviennent une Hills. Elle ajoute que le sexe n'a pas d'importance. Voyant Akira confus, Eddie explique. Elle dit que dans une Hills, il peut y avoir plusieurs types de groupes. Un homme et une femme, 2 hommes, 2 femmes, ou même 3 personnes ensemble. Elle montre un groupe proche et dit que leur Hills a 4 membres. Akira réalise que c'est différent du mariage. Eddie demande si le mariage est une autre sorte d'Hills. Akira explique que c'est entre 2 personnes qui promettent de passer leur vie ensemble. Eddie rit, disant que dans une Hills, on peut avoir plusieurs partenaires. Akira, en plaisantant, demande si ça peut aller jusqu'à 100. Eddie éclate de rire. Elle dit que son père lui a dit que OWEL viendrait les gronder si quelqu'un essayait ça. Akira comprend enfin qu'une Hills est un groupe de personnes qui décident de vivre ensemble. Eddie partage fièrement que chez elle, son père, sa mère et Papa Vasht sont une Hills de 3. Alors qu'elle entraîne Akira avec enthousiasme, il pense en silence à quel point même l'idée du mariage a changé dans ce monde. En 2038, Akira parle à une femme allongée sur un canapé. Ils discutent de quelque chose appelé le projet LC. Elle lui demande son avis. Akira dit que c'est un concept intéressant pour améliorer les humains. Mais comment le financer? Il lui retire doucement ses lunettes. Elle répond qu'elle trouvera un moyen. Une voix robotique annonce que le projet LC jouera un rôle clé dans la fondation du développement des androïdes de Tawasa. Tawasa explique que la concurrence entre entreprises rivales et la peur des humains face à l'avenir, la conscience collective, sont un défi et une opportunité. Akira sourit et lui donne une petite boîte. Dedans, une belle bague. Il l'appelle grande sœur Tawasa, disant que c'est un cadeau d'anniversaire. Tawasa rougit, admire la bague, touchée, mais lui dit d'arrêter. Au présent, Akira est au marché avec Eddie quand Taberina, la femme de Wiya, arrive et demande de l'aide. Elle explique qu'un tracteur est tombé et s'est cassé lors du tremblement de terre de la veille. Akira l'examine et le répare, surprenant tout le monde. Les gens sont impressionnés. Il aimait réparer des machines enfants. Peu après, un grand homme en uniforme de général apparaît avec des soldats et Papa Vasht. L'homme observe le tracteur réparé et loue le travail. Papa Vasht pointe Akira, le présentant à l'homme. Tabarina comprend et accuse Papa Vasht de trahison, mais il détourne le regard, disant n'avoir pas eu le choix. L'homme s'approche d'Akira et remarque que le titre de sage lui convient. Quand Akira le regarde, l'homme se présente. Percussis Canis, commissaire général d'OWEL du district H427 Nord, exigeant d'être appelé tout-puissant commissaire Canis. Les soldats arrêtent Akira et le conduisent vers une cellule mobile. Confus, Akira demande pourquoi. Canis déclare qu'Akira est un artefact archéologique trouvé dans des ruines et n'a donc pas droit aux droits de l'homme. Akira est stupéfait. Avant qu'il ne parle, Canis l'attrape par les cheveux et dit que le contrôle d'OWEL sur l'information est absolu. Wiya essaie d'intervenir, mais Canis lui ordonne de reculer. Quand Wiya hésite, Canis l'accuse de trahison pour ne pas avoir signalé la relique et lui tire dans la jambe. Tabarina se précipite. Canis ordonne qu'Eddie soit emmenée, il la veut comme témoin, elle a découvert Akira. Tabarina proteste violemment, mais Canis la menace de son arme. Papa Vogt s'avance, disant n'avoir jamais accepté la détention de Wiya et Eddie. Canis répond froidement qu'il vient d'en décider. Wiya, saignant, essaie d'expliquer qu'il comptait tout signaler une fois calmé. Canis l'ignore et enfonce un bâton paralysant dans la blessure de Wiya, le faisant hurler.
Plus tard, Akira, Ouya et Eddie sont enfermés dans une cellule attachée à un train. Eddie s'inquiète pour son père. Akira s'excuse, se blâmant. Ouya lui dit faiblement de ne pas le faire. Le train s'arrête. Canis ordonne de garder Akira enfermé, mais de faire sortir Ouya et Eddie. Il annonce qu'ils seront éliminés et envoie 3 hommes à Hakodat pour éliminer les villageois, effaçant toute preuve de la relique. Ouya est jeté à terre, arme pointée sur lui. Canis déclare que tous ceux qui connaissent Akira doivent mourir. De la cellule, Akira crie de colère, traitant Canis de monstre. Canis répond qu'il compte utiliser les connaissances d'Akira pour accroître son pouvoir. Il pointe son arme sur Eddie, terrifié, tandis qu'Akira regarde impuissant, le visage empli de haine. Soudain, une voix dit à Akira de se baisser. Une fille encapuchonnée apparaît, tranchant la cellule de coups rapides et puissants. Elle brise la porte d'un coup de pied et charge Canis, le projetant violemment contre un mur. Blessé, Canis se relève et demande qui elle est et pourquoi elle est intervenue. La femme commente qu'il est résilient. Akira la remercie de les avoir sauvés et demande qui elle est. Elle remarque qu'Akira agit toujours comme quelqu'un du Japon de l'RCE. Elle lui dit qu'elle peut les aider à s'échapper s'il accepte de l'écouter. Canis ordonne à ses soldats d'ouvrir le feu, mais la femme reste calme et répète son offre. Akira accepte, disant qu'il a besoin de son aide. Elle acquiesce et leur dit de trouver un endroit sûr où se cacher tandis que Canis hurle à nouveau à ses troupes de tirer. Les soldats tirent sur la fille, mais une barrière circulaire la protège, ainsi que Ouya et Eddie. Les balles rebondissent, abattant les soldats. La dame tire son sabre et tranche rapidement les ennemis restants avec une froide précision. Akira et les autres sont choqués par sa puissance, tandis que Canis panique et tente de s'enfuir. La dame se moque de l'organisation de Canis, la qualifiant de sans valeur. Réalisant qu'elle doit venir d'une série extérieure, Canis pousse un de ses hommes vers elle et s'échappe dans un bâtiment. Un soldat blessé tente de lui tirer dessus, mais Akira lance rapidement un bâton qui fait tomber l'arme. À l'intérieur du bâtiment, Canis se met à rire follement en tirant une mitrailleuse sur la femme. Elle saute en arrière pour éviter les balles, puis active un domaine de foudre. Ses jambes se transforment en trépied, son bras droit se change en bazooka énergétique. Elle tire, effaçant complètement Canis et tout sur son passage dans une explosion massive qui secoue la zone. Akira et les autres se cachent de l'onde de choc. Akira, stupéfait, murmure qu'elle ne peut pas être humaine. La femme rétracte son arme et répond calmement qu'elle est un androïde, se présentant comme Yugure. Elle rappelle à Akira la faveur qu'elle a mentionnée plus tôt, puis retire sa capuche, révélant un visage identique à celui de Tawasa. Akira est sans voix, et Yugure dit simplement qu'elle veut qu'il se marie. Akira est confus quand la fille dit qu'elle est Yugure et non Tawasa. Il est mal à l'aise et tente de se calmer. Yugure diffuse un enregistrement où Akira accepte sa faveur, l'épouser. Akira est choqué, déconcerté, et recule alors qu'elle s'approche. Yugure sort la bague qu'Akira avait offerte à Tawasa pour son anniversaire. Il la reconnaît. Quand il l'interroge sur Tawasa, Yugure sourit et dit que c'est classifié. Un geste qui lui rappelle l'expression de Tawasa. Eddie arrive. Yugure se tourne vers Lia pour soigner sa blessure, affirmant qu'aider les blessés est plus important. Papa Vac s'agenouille et implore le pardon d'Akira et des autres. Akira l'assure qu'il comprend. Papa Vac voulait juste protéger les villageois et a fait ce qu'il pensait juste. Akira dit qu'il n'est pas en colère. Tabarina lui demande ce qu'il compte faire. Il décide de quitter le village pour éviter les problèmes. Oel étant à ses trousses. Yugure insiste pour l'accompagner, il lui doit toujours une réponse pour le mariage. Akira refuse. Personne n'épouserait quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Yugure répond que puisqu'il doit mieux la connaître, elle restera à ses côtés. À l'aube, ils marchent ensemble. Yugure demande où ils vont. Akira veut retourner là où il s'est réveillé pour des indices. Il lui demande d'en dire plus sur le monde, étant une androïde. Mais elle dit que c'est classifié. Quand il l'interroge sur elle et son désir de mariage, elle répond que ces infos sont du contenu premium, payable par le mariage. Arrivé, l'endroit est trop sombre pour qu'Akira voie, même avec sa lampe. Yugure mentionne que le tremblement de terre a sûrement endommagé l'alimentation. Soudain, elle les cache derrière une énorme machine, active le camouflage et le prévient de rester silencieux. Il y a d'autres personnes. Une femme apparaît, saute en l'air et utilise son épée pour créer une entaille en croix qui ouvre les ruines. Une autre, flottant avec un anneau de lumière, scanne la zone pour Yugure et Akira. De leur cachette, Akira réalise que les deux femmes ont le même visage que Yugure et Tawasa. La femme à l'épée attaque un endroit caché, révélant Eddie. Akira est choqué de la voir, mais Yugure le presse de rester silencieux. Les deux femmes blessent Eddie. Hakubo, celle à l'anneau de lumière, dit à Yoyami de ne pas être dure.
Yoyami réplique que la présence d'Eddie est suspecte. Elle exige de savoir si Eddie connaît le tueur de Kness. Eddie hoche la tête mais ne peut révéler le tueur, car il l'a sauvé. Yoyami demande où ils sont, Eddie ne sait pas. Sans réponse, Hakubo et Yoyami partent déçus. Akira se précipite vers Eddie et lui demande pourquoi elle est là. Elle lui montre sa montre connectée, trouvée dans les ruines, qu'elle a oublié de rendre. Akira l'allume, espérant trouver quelque chose, et découvre un message vocal d'adieu de Tawasa. Dans l'enregistrement, Tawasa admet ses erreurs. Elle doit vivre avec ses péchés. Elle exprime son amour et sa gratitude à Akira, lui demande de ne pas la chercher, l'exhortant à chérir la vie qu'il a. Le message terminé, Yugure note qu'il a été enregistré il y a 200 ans. Akira sait que Tawasa n'est peut-être plus en vie, mais il décide de la chercher. Yugure lui demande s'il a une piste. Akira ira à la maison Omagi à Tokyo, où il a vécu. Il demande à Yugure de l'accompagner, elle accepte mais le taquine sur son refus de l'épouser. Elle plaisante en disant qu'il y a beaucoup de lieux de mariage à Tokyo. Plus tard, pendant qu'Eddie dort, Akira interroge Yugure sur les deux femmes vues. Yugure explique qu'elles sont des officiers des forces spéciales d'OL et la poursuivent car OL a imposé des restrictions numériques. Akira demande si elles sont aussi des androïdes et pourquoi elle veut l'épouser. Yugure s'approche et dit que c'est simplement parce qu'elle le veut. Akira, gêné, dit qu'il a déjà une fiancée, Tawasa. Mais Yugure insiste qu'elle n'abandonnera pas. Puisqu'il n'est que fiancé, elle voit encore une chance. Akira le nie, il n'y en a aucune. Elle le pousse, le taquine, disant qu'elle lui fera oublier Tawasa, et ne s'arrête que quand il l'appelle. Après avoir accompagné Eddie, Akira dit qu'ils iront à Honshu. Au port, un homme les informe que les bateaux sont partis et que le ferry ne passe qu'une fois par semaine. Akira comprend que leurs plans sont retardés. Ils rencontrent un homme en tracteur qui leur propose une place sur son petit bateau. Il se présente, Oboro, grossiste, ils font de même. Quand ils demandent pourquoi ils vont à Honshu, Akira parle d'expédition à Tokyo. Yugure, en plaisantant, dit qu'ils sont en lune de miel. Oboro suggère le train de Sendai, mais Akira dit que c'est loin. Il leur conseille d'aller vers le mont Osurei, de traverser le pont Mutsu pour Aomori. Oboro les dépose au port et s'en va. En marchant, Akira trouve la région peu japonaise. Il heurte une fille qui surgit, lui cassant sa brosse. Il propose de lui en racheter une. La fille se présente, Amoru. Quand Yugure veut poser des questions sur le livre d'Amoru, Amoru le reprend vite, disant qu'il est spécial. Dans un petit magasin, Akira achète une nouvelle brosse et du pain avec l'argent de voyage de Wiya. Le commerçant lui rend trop de monnaie. Le patron arrive, le réprimande sévèrement et le traite de légotien. Akira veut intervenir, mais Yugure dit qu'ils laisseront la monnaie et partent, appelant Amoru. Plus tard, Akira demande ce qu'est un legoshi. Yugure explique que les légochants renoncent à leurs droits humains pour être pardonnés d'un crime ou d'une dette. Sous le contrôle d'Owell, ils sont forcés à divers travaux, mais reçoivent le nécessaire pour survivre. Akira semble troublé. Yugure le traite de cœur tendre, l'avertissant qu'aider pourrait attirer l'attention d'Owell. Akira donne la brosse à Amoru qui l'accepte joyeusement. Elle demande pourquoi ils sont à Oma. Akira dit qu'ils sont en expédition à Tokyo via le mont Asore. Amoru les avertit qu'Owell a un poste de contrôle sur la route principale. Surpris, Akira l'écoute proposer de les guider par une autre route sans contrôle. Ils acceptent de la suivre. En chemin, Amoru dessine un portrait de Yugure. Akira le remarque. Amoru dit que ça devient facile avec la pratique. Akira demande si elle veut devenir artiste. Amoru répond qu'elle veut dessiner des livres d'histoire. Akira l'encourage, espérant lire un de ses livres un jour. Amoru semble surprise et accélère. Yugure remarque un étrange saut sur le dos d'Amoru. Cette nuit-là, le groupe campe autour d'un feu de joie. Akira dit qu'ils n'ont pas eu faim grâce à Yugure, qui a attrapé un lapin. Curieux, Akira demande si elle tire son énergie de la nourriture. Yugure explique qu'elle tire son énergie du noyau de sa poitrine. Et manger est un passe-temps. Akira essaie de toucher le noyau par curiosité. Yugure le met en garde, le faisant reculer. Yugure demande à Amoru si elle peut voir le livre qu'elle portait. Amoru devient défensive, serrant son sac. Yugure suppose que c'est un livre interdit, mais promet de ne pas le prendre. Amoru le sort, expliquant que ses parents l'ont écrit. Yugure et Akira admirent les magnifiques illustrations d'oiseaux. Akira encourage Amoru à suivre ses rêves, comme ses parents, ce qui la fait sourire. Le lendemain, ils arrivent au mont Osor, gardés par des agents d'OWL. Yugure assure Akira qu'ils ne l'ont pas reconnu et leur dit d'agir naturellement. Ils passent sans problème.
Yugur mentionne ses 150 ans d'expérience, ce qui pousse Akira à lui demander son âge. Elle dit à Amoru qu'il est impoli de demander son âge à une dame, puis s'interrompt. Elle change de sujet, expliquant que le mont Osor est réputé pour sa nourriture savoureuse. Akira et Amoru regardent Yugure finir une brochette de viande en une bouchée. Akira est frustré par le traitement des Légosiens, mais Yugure le met en garde. Akira regarde son assiette, vide. Yugure a mangé sa part aussi. Alors qu'Akira va acheter à manger, deux soldats l'affrontent, armes au poing, exigeant la reddition de Yugure, où la relique sera détruite. Yugur et Amoru lèvent les mains. Un grand homme aux longs cheveux roux apparaît, se nommant le magnifique Marlim. Akira a un étrange déjà-vu. Marlim dit fièrement avoir reçu un message de son cousin Kunis sur la relique, et que la ressemblance de Yugure avec Yoyami et Akubo confirmait tout. Soudain, Amoru court vers Marlim, qui lui tapote la tête, l'appelant numéro 1221. Akira et Yugure réalisent trop tard qu'Amoru travaillait pour lui. Amoru admet avoir menti pour que OWL rende les livres de ses parents. Elle réclame le livre d'histoire, mais Marlim, d'un sourire froid et cruel, lui dit que tous les livres ont déjà été brûlés. Il la repousse sans pitié et ordonne aux soldats de la traiter comme ses parents. Puis il commande de capturer Yugur. Marlim célèbre sa promotion, tandis qu'Akira demande à Yugur si elle peut les sauver. Elle répond d'un ton calme et sans émotion qu'elle ne peut assurer que sa sécurité. Soudain, Amoru refuse d'abandonner. Elle se déchaîne, frappe un soldat et atteint Marlim. Son courage prend tout le monde par surprise. Elle crie à Yugure et Akira de fuir avant que les soldats ne se reprennent. Saisissant l'occasion, Yugure neutralise les soldats un par un. Elle saisit la main d'Akira et l'entraîne à travers le chaos. Marlim, furieux d'avoir été défié, retrouve son calme. Il donne un coup de pied violent à Amoru, la jetant au sol, et remarque son dernier livre d'histoire tomber de son sac. Il le ramasse avec un sourire narquois, réalisant. Loin de là, Yugur et Akira se réfugient dans un coin caché. La nuit est tendue, leur souffle lourd. Akira regarde en arrière, le cœur inquiet. Il veut retourner sauver Amoru, mais Yugure lui barre le chemin. Elle lui rappelle qu'Amoru leur a menti et les a exploités. Akira refuse cette explication. Il insiste qu'Amoru était manipulé et n'a jamais voulu faire de mal. Il admet que s'il y retourne seul, il sera pris, et demande à Yugure de l'accompagner. Yugur secoue la tête, disant que cela va contre ses principes, des règles à suivre absolument. Akira la regarde et dit qu'Amoru compte plus pour lui que ses règles. Quand Yugure lui demande pourquoi il se soucie tant de quelqu'un qui l'a trahi, il répond que ce n'est ni par amour ni par devoir. Il a juste pitié d'elle et veut l'aider à réaliser le rêve dont elle a parlé. Au camp, Amoru est retenu par les soldats de Marlim. Marlim se tient devant elle, tenant son précieux livre de contes. Il la nargue en y mettant le feu, regardant les flammes le consumer. Amoru hurle de désespoir, le feu consumant son dernier espoir. La pluie tombe, lavant la scène, mêlant ses larmes aux gouttes froides. Yugur se tourne vers Akira et lui demande s'il l'épouserait si elle sauve Amoru. Ces mots sont plus une transaction logique qu'un appel émotionnel. Akira la regarde, fatiguée, et dit qu'elle se comporte comme un androïde, incapable de comprendre les sentiments humains. Sans un mot, Yugur le lâche. Akira court aussitôt vers le danger, déterminé à sauver Amoru, coûte que coûte. Yugure reste en arrière, immobile sous la pluie. Amoru est enchaîné, seul dans une pièce, effrayé, appelant ses parents. Akira peine à entrer. Quand il y parvient, il est choqué de la voir enchaînée. Amoru est surprise qu'Akira soit venu. Elle ne veut pas qu'il risque sa vie pour elle. En tentant de s'échapper, elle admet leur avoir menti, à lui et à Yugure. Akira ne se soucie pas du mensonge, ce qui la choque. Deux gardes les repèrent et donnent l'alerte. Akira et Amoru commencent à courir. Akira fait tout pour la sortir en sécurité. Même lancer son couteau sur un garde pour gagner du temps. Yugure les observe de loin. Dehors, l'homme les attend. Il rit, les traitant de fous, comme s'il avait prédit leur fuite. Avant qu'Akira ne s'en rende compte, des gardes capturent Amoru. Akira tente de la sauver, il est frappé, mais riposte contre un garde avant d'être menotté. Au lieu d'aider Amoru, Akira attaque l'homme. Offensé, l'homme ordonne de capturer Akira. Pendant qu'ils le retiennent, l'homme bat Akira. Amoru ne supporte pas de le voir torturé à cause d'elle et les supplie de le libérer, s'offrant à sa place. Akira l'interrompt et lui dit de se taire. Il lui rappelle de ne jamais renoncer à retrouver le livre de contes de ses parents, c'est son rêve.
Omoru est choquée, elle ne s'attendait pas à ça. Akira comprend qu'elle veut devenir artiste de conte, et il veut l'aider à réaliser ce rêve. L'homme se met en colère et ordonne à un garde de pointer son arme sur Omoru. Akira ne peut que crier de ne pas lui faire de mal. Yugure ne supporte plus de voir Akira et Omoru maltraités. Elle se précipite pour donner une leçon aux hommes. En arrivant, elle repousse les gardes qui retiennent Akira et Omoru, ne laissant que l'homme. L'homme ordonne à ses gardes d'attaquer Yugure. Avant qu'ils ne l'atteignent, elle les frappe tous. Les gardes ne peuvent résister à sa puissance et s'enfuient. Choqué, l'homme sort son arme et tire, mais Yugure bloque les balles pour protéger Akira et Omoru. L'homme est sidéré. Yugure le projette dans une fosse avant qu'il ne fuit. Il reste coincé, appelant à l'aide. Amoru est stupéfaite par les capacités d'androïde de Yugure. La bataille finie, Akira s'incline devant Yugure et la remercie de les avoir sauvés, malgré ses règles. Yugure explique que sauver Amoru correspondait à son objectif. Akira lui est profondément reconnaissant. Le lendemain, Yugure donne à Amoru des objets du bureau administratif, vêtements et livres de dessin. Akira excuse Amoru pour qu'elle se change. En l'aidant, Yugure retire les cicatrices de son dos. Amoru, reconnaissante, demande à Yugure d'effacer le code de scan sur le bas de son corps. Yugure prévient que ça fera mal, mais Amoru insiste. Yugure s'exécute, couvrant l'endroit d'un motif. Akira est stupéfait par ses compétences et l'interroge sur ses capacités. Yugure lui explique. Amoru, excitée, ne peut finir de s'habiller. Elle veut dessiner des livres d'histoire avec eux. Yugure accepte qu'elle les rejoigne, et Akira soutient l'idée, promettant d'aller où elle veut. Il lui dit de finir de s'habiller pour qu'il puisse partir. Ils partent bientôt pour la ville natale d'Amoru. Arrivés, ils entendent l'annonce d'une chambre à louer. Akira espère la prendre pour enfin prendre un bain après si longtemps. Mais avant d'agir, Amoru remarque des gardes près d'un bâtiment. Elle réalise que c'est la saison Fika, celle des festivals de rencontres. Elle essaye d'expliquer qu'ils n'ont pas besoin du festival, étant déjà partenaires. À cette mention, Yugure, jalouse, fait comprendre à Amoru qu'elle est la partenaire d'Akira, affirmant qu'ils sont amants. Amoru refuse. Voyant une dispute, Akira leur rappelle qu'il cherche Tawasa, la femme qu'il aime profondément et à qui il a promis sa vie. Malgré cela, Amoru pense qu'ils peuvent tous rester ensemble, même après avoir trouvé la femme. Yugure décide d'essayer autre chose. Elle sait qu'elle aime Akira, mais veut aller au festival pour voir si elle peut être assortie à quelqu'un d'autre. Si elle n'aime personne d'autre, son amour pour Akira sera avéré. Akira ne veut pas aller au festival, mais Amoru accepte déjà le plan, le laissant sans voix. La nuit, Kalchrome, aspirant-chef de la famille Lontano, parle au lieutenant-colonel Yamabuki, venu lui livrer de l'argent. Kalchrome lui montre des armes en stock. Yamabuki les examine, se demandant si Kalchrome les stocke pour la défense ou prépare une guerre. Ils sont en pleine discussion quand plusieurs hommes font soudain irruption. Les gardes tentent de les arrêter, reconnaissant les hommes de Fides, mais les intrus expliquent que Lady Fides approche. Les gardes se calment. Le lieutenant Yamabuki est choqué par cette arrivée. Fides entre, s'excuse pour l'intrusion et se présente comme la fille aînée de la famille Lontano. Elle explique s'être précipitée car les invités étaient en danger. Le lieutenant, choqué et nerveux, ne comprend rien. Fides explique qu'un subordonné de Kalchrome est un espion. Il est de sa responsabilité de s'en occuper, étant la prochaine chef de la famille Lontano. L'homme est identifié et menotté. En entendant Fides, l'accusé, furieux, réplique qu'ils ne reconnaissent que Kalchrome comme chef. En colère que Fides parle contre Kalchrome, il se débat et tente de l'attaquer. Mais avant qu'il ne l'atteigne, Kalchrome lui tire dessus pour éviter plus de chaos. Voyant cela, Fides part et charge le chef de ses gardes de gérer la situation. Des invités se questionnent alors sur la relation entre Fides et Kalchrome. L'un d'eux explique qu'ils sont en réalité demi-frères et sœurs. Leur père avait environ 10 enfants, mais 8 sont morts dans une vendetta, ne laissant en vie que Fides et Kalchrome. Le patron par intérim avait initialement prévu d'avoir de nombreux héritiers, mais avec seulement 2 enfants survivants, tout le monde est désormais inquiet puisque personne ne sait qui deviendra le prochain patron. Le lendemain matin, le chef par intérim de la famille Lontano appelle Fides et Kalchrome et leur dit qu'il ne se soucie pas de savoir qui gagnera. Il veut seulement quelqu'un de fiable. Pour cette raison, il espère qu'ils participeront tous les deux au festival Fika et trouveront leurs partenaires respectifs pour prouver leur sérieux. Tétis promette immédiatement à son père qu'elle trouvera un partenaire au festival, mais Kalchrome estime qu'elle en fait trop.
Pendant ce temps, Amoru et Yugure se préparent pour le festival de ce soir-là. Cependant, Akira leur dit qu'il n'est pas intéressé à y aller, alors Omoru et Yugure partent pour le festival sans lui. Alors qu'Akira sort pour vider son esprit, il entend un groupe d'hommes parler avec enthousiasme de la venue de deux personnes nommées Fidesz et Kalchrome au festival. Il devient curieux de savoir qui ils sont. Une femme dans un magasin voisin remarque son intérêt et explique que Fidus et Kalchrome sont les héritiers du trône de la famille Lontano, la famille la plus puissante de leur ville. On dit qu'ils contrôlent toute la région. Akira se sent surpris et légèrement mal à l'aise après avoir entendu cela, réalisant à quel point ces deux personnes sont importantes. Peu de temps après, Omoru et Yugure arrivent au festival. Omoru rejoint rapidement un groupe de ses vieux amis de la ville, les saluant chaleureusement et expliquant pourquoi elle est venue au festival, même si c'est elle qui a suggéré l'idée. Yugure, quant à lui, se fond facilement dans la foule, discutant librement avec les autres et profitant de l'atmosphère animée. Pendant ce temps, après avoir entendu parler de Fidesz et de Kalchrome, Akira décide d'aller aussi au festival. Il s'habille et arrive tranquillement, se cachant derrière un arbre fleuri pour que personne ne le remarque. Sa principale préoccupation est de s'assurer qu'Omoru et Yugure soient en sécurité, même si cela signifie rester hors de vue. Au festival, Fidesz devient le centre d'attention. De nombreux hommes font la queue devant elle en espérant qu'elle choisira l'un d'entre eux comme partenaire. Cependant, aucun d'eux ne répond à ses attentes. Elle les trouve indignes de ses standards et se sent frustrée. En colère et déçue, elle s'en va en souhaitant pouvoir rencontrer quelqu'un de plus grande valeur qui correspondrait vraiment à son niveau. Alors que le soir tombe et que les lumières du festival commencent à briller, Amoru remarque qu'Akira se cache à proximité. Elle se sent soulagée et heureuse de le voir, pensant qu'il est peut-être venu parce qu'il s'inquiétait pour elle. Akira admet que sa sécurité est en partie la raison pour laquelle il est venu, mais pas la seule. Plus tard dans la nuit, alors qu'Akira passe devant le Fidesz, tenant un verre de vin, il la heurte accidentellement. Le verre s'incline et du vin se répand sur ses vêtements. Akira s'excuse rapidement, inquiète et essayant de trouver quelque chose pour l'aider à nettoyer la tache. Lorsqu'il regarde de plus près et voit son badge, il réalise soudain que la femme qu'il a rencontrée n'est autre que Fidesz elle-même. Choqué, il panique et tente de s'enfuir pour éviter les ennuis. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Fidesz lui attrape la main et l'arrête. Elle semble intriguée par sa manière de parler et sa présence calme. Au lieu de se mettre en colère, elle insiste pour qu'il parle en privé et le prend à part. Pendant qu'ils parlent, Omoru les repère ensemble et s'approche rapidement. Elle s'excuse nerveusement auprès de Fidesz, au nom d'Akira, disant qu'Akira agit de cette façon parce qu'il est en fait une relique des temps anciens. Akira est abasourdi par ces paroles, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle révèle quelque chose comme ça. Le Fidesz devient encore plus curieux. L'idée que quelqu'un d'il y a 200 ans soit encore en vie la fascine. Akira explique ensuite tout, comment cela est possible grâce à un processus scientifique connu sous le nom d'animation suspendue, qui maintient le corps préservé pendant de longues périodes. Il lui dit qu'il ne s'est réveillé que récemment après qu'un tremblement de terre ait endommagé l'appareil qui l'avait endormi. En écoutant, Fidesz remarque l'honnêteté des paroles d'Akira et se rend compte qu'il ne ment pas. Se sentant impressionnée et intriguée, elle lui demande d'envisager de se mettre en relation avec elle, affirmant qu'elle pense que les rumeurs sur des personnes comme lui pourraient en réalité être vraies. Amoru est mal à l'aise, mais Fidesz continue avec assurance. Elle offre un marché à Akira, le protégé des OWL, sachant qu'il est recherché. Akira est stupéfait qu'une personne de son rang lui propose ça. Pendant qu'il parle, Fidesz désigne un homme, son demi-frère Kalchrome. Elle explique qu'ils sont rivaux pour la tête de leur famille. Mais avant qu'Akira ne comprenne, l'inattendu se produit. Kalchrome s'agenouille devant Yukuru, lui demandant un mariage arrangé, devant tous. Amoru est choqué, ne croyant pas ses yeux, se demandant comment tout est devenu si confus. Même Fidesz est surprise, son demi-frère tombant amoureux si vite. Le lendemain, Lord Lontano convoque Kalchrome, ayant appris que son fils avait trouvé une partenaire au festival Fika. Il exprime son désir que Kalchrome achève la cérémonie ELC pour qu'il ait enfin un petit enfant, mais Kalchrome insiste que le moment est prématuré. Pendant ce temps, Fidesz s'occupe des chevaux dans les écuries du château. Elle se confie à son cheval préféré sur les rumeurs concernant la partenaire de Kalchrome, n'ayant personne d'autre à qui parler. Son garde du corps entre pour l'informer des nouvelles du château, mais elle le réprimande pour avoir interrompu ses moments privés. Elle l'assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle a son propre partenaire. Enfin, Akira tente de dissuader Yugure d'aller à un rendez-vous avec Kalchrome. Il s'inquiète de la nature dangereuse de l'homme et ne veut pas la voir s'empêtrer dans les affaires de la mafia. Amoru s'étonne aussi de l'acceptation de Yugure, qui avait montré du désintérêt la veille.
Yugure clarifie qu'elle a accepté l'invitation pour montrer à Akira qu'elle ne peut avoir de sentiments que pour lui. Elle se demande si cette explication est vraie, car les avances de Kalchrome semblent l'affecter. Kalchrome arrive à l'improviste et offre un bouquet à Yugure. Son impatience de la voir l'a poussée à arriver en avance. Yugure examine les fleurs et reconnaît qu'elles symbolisent le véritable amour. Kalchrome admire ses connaissances, disant n'attendre pas moins d'une androïde. Cette révélation tend Akira, qui craint pour la sécurité de Yugure. Yugure clarifie que Kalchrome connaît déjà son identité et l'accepte. Akira reste sceptique et interroge Kalchrome sur ses intentions. Kalchrome le taquine sur sa jalousie et lui demande s'il a des sentiments pour Yugure. Yugure révèle qu'Akira est son fiancé. Kalchrome répond avec un sourire si malicieux qu'Akira reconnaît son lien familial avec Fides. Comme appelé par cette pensée, Fides interpelle Akira et annonce qu'elle est là pour leur rendez-vous. Akira est confus et Fides lui rappelle qu'il est son partenaire Eisea. Amoru et Yugure l'entourent, lui interdisant de partir seul avec Fides. Elle l'interroge, exigeant un compte-rendu de leur soirée d'hier. Akira explique un accident mineur avec elle, n'ayant jamais cru qu'elle était sérieuse en le désignant comme partenaire. Kalchrome s'adresse à Fides, soulagé qu'elle ait trouvé un partenaire. Il craignait qu'elle ne se range jamais. Il propose un double rendez-vous pour observer leur partenaire et voir qui a fait le meilleur choix. Il les conduit à son véhicule, et ils sont étonnés de sa qualité. Kalchrome révèle l'avoir acquis à Tokyo, ce qui captive immédiatement l'intérêt d'Akira. Akira demande des infos mais Kalchrome refuse sans compensation. Il l'encourage à ne pas perdre espoir car il pourrait en dire plus ivre. Le groupe monte et Kalchrome les conduit au quartier commerçant. Amoru part explorer, mais Akira la met en garde de ne pas s'éloigner. Kalchrome escorte Yugure à un stand de bijoux où elle examine l'inventaire. Il lui offre le plus beau bijou avec la plus belle gemme, et elle accepte. Kalchrome remarque Akira qui les observe avec jalousie et lui lance un regard triomphant. Fides s'approche d'Akira par derrière, lui demande s'il est distrait. Akira ignore son inquiétude alors qu'elle lui dépose d'autres articles dans les bras. Elle lui ordonne de suivre le rythme. Ils ont d'autres magasins à visiter. Akira est surpris que ce soit sa conception d'un rendez-vous. Il comprend pourquoi elle est restée célibataire si longtemps, au point de se contenter de quelqu'un comme lui. Amaru s'approche et suggère qu'il n'aurait pas dû venir, traité comme un porteur. Akira insiste, il devait venir car Kalchrome a des infos sur Tokyo. Il ne peut pas non plus laisser Yugure accompagner Kalchrome seul, il ne lui fait pas confiance. De plus, il est déçu de ne pas pouvoir faciliter une connexion romantique entre Fides et Kalchrome, car il sait que c'est ce qu'il désire. Fides l'appelle et il la rejoint. Kalchrome remarque que Yugure est distraite par Akira, mais il lui assure que leur rendez-vous la lui fera oublier. Elle le dirige vers une ruelle pour parler en secret. Elle le réprimande d'avoir fait de leur rendez-vous un double. Kalchrome explique qu'il suit son plan pour rendre Akira jaloux, mais il n'avait pas prévu que Fides lui ferait sa demande. Yugure souligne que Fides est sa pire ennemie et qu'elle ne lui pardonnera pas, même si c'est sa sœur. Kalchrome dit que ce ne sera pas nécessaire, car son plan semble fonctionner. Yugure admet que oui, se rappelant sa rencontre avec lui la nuit précédente, quand elle était ivre. Elle lui a tout raconté, et comment elle veut prouver à Akira que son amour était sincère. Il a accepté de l'aider car il comprenait sa situation. Yugure souligne qu'il en fait trop pour elle, ce qui la rend méfiante. Elle pense à un motif caché. Kalchrome révèle qu'il est juste curieux de voir comment leur relation va évoluer, car une relation androïde-humain n'est pas réaliste. Il veut observer si l'amour triomphe de tout. Pendant ce temps, Akira remarque Amaru qui regarde des peintures. Alors il décide de les lui prendre. Mais Fides le réprimande de ne rien lui avoir pris. Yugure sort de la ruelle avec Kalchrome et appelle Akira, mais il ne l'entend pas. Elle s'approche de lui, songe à tout lui dire, mais y renonce. Akira ne comprend pas pourquoi elle lui fait la tête. Mais il ignore ça. Il a un bon endroit pour leur double rendez-vous. Il ordonne à Kalchrome de les emmener à la bibliothèque, qui s'exécute. Ils arrivent et commencent à explorer. Kalchrome admet qu'Akira est cultivé, ayant choisi de lire en rendez-vous. Amoru est curieuse de savoir si la bibliothèque a d'anciens dessins de ses parents. Elle remercie Akira, mais il précise qu'il l'a fait pour ses propres recherches. Il prend des livres de droit, mais Fides l'informe qu'ils sont inutiles car Hope en dicte le contenu. Après avoir exploré la bibliothèque, ils en sortent sans nouvelles infos. Amoru aperçoit des traîtres dans la ruelle et a l'impression qu'il pourrait avoir les livres de ses parents. Elle décide d'aller voir. Elle s'enfuit, laissant les autres sur les marches.
Il tente de la suivre, mais elle se perd dans la ruelle, il la cherche, mais Fides est furieuse de devoir chercher une enfant têtue. Elle réalise soudain qu'elle s'est perdue et devient nostalgique, ça lui rappelle son enfance. À l'époque, il jouait à cache-cache dans la ruelle, mais se faisait toujours prendre car Kalchrome faisait du bruit. Fides le réprimandait, mais promettait de le protéger quand elle serait la chef. Kalchrome l'appelle et elle sort de ses souvenirs. Elle essaie de cacher sa nostalgie, mais Kalchrome lui rappelle leur partie de cache-cache, enfant, dans la ruelle. Non loin, Akira cherche tout le monde, car il est maintenant seul. Il jette un œil au coin et voit Fides et Kalchrome partager un moment. Il reste en retrait. Yugur et Omoru l'appellent, il leur fait signe de se taire pour ne pas les déranger. Fides se demande pourquoi Kalchrome se remémore le passé. Kalchrome répond que c'est bien de revivre des souvenirs de temps en temps. Fides lui rappelle qu'il devrait plutôt se soucier de leur avenir. Kalchrome, plus direct, prend un drap et en enveloppe Fides, lui disant qu'elle était très douée à cache-cache. Fides ressent une étincelle, mais cache ses sentiments. Elle s'éloigne, affirmant ne rien se souvenir. Akira l'observe et regrette que leur lien de parenté les empêche de vivre le véritable amour. Il se tourne vers Yugure, certain que Kalchrome aime Fides. Il la réprimande pour le collier de Kalchrome, mais elle se moque de sa jalousie. Akira précise qu'il a fait cette suggestion à cause de ce qu'il a vu entre les frères et sœurs. Yugur ne comprend pas. Akira ne trouve pas les mots, car elle ne voit pas qu'il n'est pas jaloux. Yugur lui rappelle qu'elle a accepté de sortir avec Kalchrome pour tester le véritable amour. Elle exige de savoir pourquoi il a accepté un rendez-vous avec Fides. Omoru rejoint Yugure et il presse Akira. Il se défend, loyal à Tawasa, car fiancé. Il demande où se situe la loyauté de Yugure. Elle révèle qu'elle pourrait se contenter de Kalchrome si tout se passe comme prévu, ce qui les choque. Le retour est tendu et silencieux. Kalchrome et Fides se regardent du coin de l'œil, mais ils crèvent un pneu. Tout le monde sort et Akira le change. Kalchrome est impressionné qu'il fasse ça seul. Akira dit que son père adoptif lui a appris. Kalchrome révèle qu'on lui a juste appris à dédier sa vie à sa famille, d'où l'importance de LC. Akira se demande si ses sentiments pour Yugure sont sincères. Kalchrome l'admet, il la trouve fascinante, mais demande pourquoi Akira pose la question. Akira dit qu'il a demandé car ils sont compagnons de voyage. Il s'interroge sur les sentiments de Kalchrome pour Fides, mais Kalchrome lui renvoie la question. Akira refuse, ses sentiments sont sans importance. Kalchrome bénira l'union de celui que Fides choisira, mais tuera quiconque lui brisera le cœur. Akira l'accuse d'être épris de Fides, mais Kalchrome évite et suggère qu'il ouvre un garage, vu ses talents. Pendant ce temps, Yugure exprime sa frustration. Trouver l'amour véritable est difficile. Fides demande de quoi elle parle. Omoru explique que Yugure a été malheureuse dans sa quête. Fides rétorque que l'amour véritable n'est qu'une invention pour se sentir voulu. Leur conversation est interrompue, un conteneur se décroche, menaçant un ouvrier. Yugur le sauve, mais un agent secret la repère, la reconnaissant comme fugitive. Fides comprend que Yugur est un androïde par sa rapidité. Elle se demande à quel jeu joue Kalchrome. Il ne peut la prendre comme partenaire, les androïdes n'ayant pas d'enfants. Kalchrome et Akira arrivent en courant, mais elle les dirige vers l'agitation. Elle s'éloigne. Akira conseille à Kalchrome de la suivre, mais il révèle que c'est son travail, elle l'a choisi. Fides s'enfuit, se remémorant ses souvenirs. Après sa promesse de devenir chef et de protéger Kalchrome, il lui a dit l'avoir entendu pleurer auprès de leur aîné, ne voulant pas diriger la famille. Elle l'a grondé d'espionner. Il a expliqué qu'il voulait devenir chef et changer la famille pour qu'elle n'ait plus à pleurer. Akira surprend Fides. Elle admet que Kalchrome fera un meilleur chef, son cœur étant assez grand pour accueillir tous ceux qu'il rencontre. Elle révèle qu'il s'occupe secrètement de leurs autres frères et sœurs, reniés car jugés inaptes à diriger. Fides insiste qu'elle doit devenir la chef, car un tel poste serait une punition pour une âme innocente comme Kalchrome. De retour au manoir Lontano, l'agent informe Lord Lontano que la partenaire de Kalchrome est une androïde, et confirme que les informations obtenues d'Owell sont exactes. Il décide de la capturer pour son usage, avant qu'Owell ne puisse mettre la main sur elle. Plus tard ce soir-là, tout le monde dîne au restaurant familial Lontano. Kalchrome demande à Yugre de devenir sa partenaire, et Faïdis se lève pour partir, mais s'arrête net quand Yugre refuse. Yugre explique que sa perception de l'amour était fausse, et conseille à Kalchrome de prouver ses sentiments d'amour véritables à la personne concernée. Akira profite de l'occasion pour conseiller aux frères et sœurs de régler les choses par une conversation sincère.
Lord Lontano entre et révèle qu'il a toujours su qu'ils avaient une alchimie depuis leur enfance. Il accuse Kalcrom de vouloir rester sans enfant et de vouloir l'assassiner dans son sommeil pour prendre le contrôle de la famille. Kalcrom nie l'allégation, mais Lord Lontano pointe du doigt Yugure et les armes du marché noir qu'il achetait à Howell comme preuve. Kalcrom insiste sur le fait qu'il se trompe, car les armes de Yugure n'étaient qu'une précaution pour protéger la famille. Lord Lontano ne croit pas son histoire. Il lui tend une arme et lui ordonne de se débarrasser de son frère traître. Il lui promet de faire d'elle la prochaine chef si elle obéit. Kalcrom l'exhorte à le faire pour qu'ils ne soient pas tous les deux éliminés, mais Akira l'arrête. Kalcrom lui prend l'arme et la pointe sur Lord Lontano, qui réprimande Feides pour avoir trahi sa famille, tout comme son frère. Kalcrom fait remarquer qu'il n'y a plus de famille, car il a exilé tous ses enfants. Il abat l'un des gardes du corps de Lord Lontano, et Lord Lontano ordonne aux autres de capturer Yugre à tout prix. Yugre se lève et les réprimande pour avoir gâché son plaisir, mais elle est si ivre qu'elle tient à peine debout. Lord Lontano ordonne à ses hommes de la maîtriser pendant qu'elle est trop ivre pour faire quoi que ce soit. Mais Yugure libère toutes les toxines accumulées dans son corps à cause de l'alcool. Elle défie la première personne assez courageuse pour l'approcher. Akira aperçoit un sniper qui la vise, et il réalise qu'elle n'est pas consciente de sa présence. Il se précipite pour la pousser hors de danger, mais il prend la balle à sa place. Kalcrom abat le sniper pendant que Yugre s'occupe d'Akira, car il perd connaissance. Elle le réprimande d'avoir pris une balle pour elle, même si elle est une androïde, mais Akira est juste soulagée qu'elle n'ait pas été blessée. Elle soigne sa blessure avec ses pouvoirs régénérateurs et le prévient de ne plus jamais faire ça, car elle ne laisserait jamais des militaires amateurs à petit budget la vaincre. Elle ordonne à Omoru de veiller sur Akira pendant qu'elle vise les hommes de Lontano. Elle demande à Kalcrom de lui donner quelques secondes pour s'en occuper, mais Akira l'appelle faiblement et la supplie de ne pas les tuer, car ce ne sont que des sbires qui suivent les ordres de Lontano. Omoru supplie aussi Yugre de ne pas les tuer, et elle n'arrive pas à croire qu'Akira veuille qu'elle leur montre de la pitié après avoir failli perdre la vie. Elle décide d'accéder à sa demande. Elle demande à Kalcrom de reculer pour ne pas le blesser et s'approche de Lontano. Kalcrom la prévient d'être prudente, car Lontano a atteint le sommet de la famille en éliminant quiconque se mettait en travers de son chemin. Yugure en prend note alors qu'elle affronte Lontano. Elle sort des pistolets laser de son sac et les lance sur ses soldats. Les lasers tirent sur les soldats pour les maîtriser. Lontano esquive les lasers et fonce immédiatement sur Yugure. Il l'attaque avec son épée, et Yugure l'esquive facilement. Mais elle est impressionnée qu'il ait esquivé les lasers malgré son âge avancé. Lontano insiste pour qu'elle lui obéisse, mais Yugure fait remarquer qu'elle n'a aucune raison de prendre des ordres d'un homme qui a blessé les gens qu'elle aime. Lontano continue de l'attaquer avec son épée, mais elle esquive chaque coup sans effort et explique que ses amis ne lui pardonneront jamais si elle change d'allégeance. Elle attrape son épée et la brise comme une écharde de bois. Elle lui donne un coup de pied au visage et l'envoie voler au pied de Kalcrom avec un autre coup de pied. Yugure décide de laisser son sort aux frères et sœurs et retourne auprès d'Akira pour le vérifier. Akira se réveille dans un lit et trouve Yugure en train d'explorer sa partie inférieure sous les draps. Il l'appelle et elle explique qu'elle lui mettait une chaîne de cheville de couple comme porte-bonheur. Akira remarque qu'il a une cicatrice sur l'épaule, mais il ne ressent aucune douleur. Il demande à Yugure combien de temps il a été inconscient. Amaru entre et voit qu'Akira est réveillé. Elle court l'étreindre, soulagée de le voir conscient après une semaine. Kalcrom et Fides entrent, ayant entendu qu'Akira est réveillé, et lui demandent comment il se sent. Akira leur dit qu'il se sent bien, son épaule ne lui fait pas mal. Amaru révèle discrètement que c'est parce que Yugure s'est occupé de lui pendant qu'il était inconscient. Akira se tourne vers Yugure, la remercie, et elle rougit. Elle minimise ses remerciements, car c'est elle qui devrait le remercier d'avoir pris une balle pour elle. Kalcrom et Fides s'approchent de son lit, remarquant qu'il a l'air en meilleure santé. Kalcrom lui lance une pomme et s'excuse de l'avoir entraîné dans les problèmes de sa famille, mais Akira est curieux de savoir ce qui s'est passé après qu'il se soit évanoui. Fides révèle que Lontano a dû se retirer et céder sa place de chef après une défaite humiliante. Fides a décidé de devenir la nouvelle chef avec Kalcrom comme assistant. Il le remercie d'avoir changé leur famille et de les avoir rendus heureux. Ce soir-là, tous se réunissent pour discuter de la suite, Amaru cherchant des livres. Kalcrom demande à Akira s'il va à Sendai, et Akira confirme. Fides lui suggère de visiter la station et de profiter des sources chaudes s'il n'est pas pressé. Yugure et Amaru s'animent à la mention d'une source chaude. Akira hésite, car il doit aller à Tokyo au plus vite. Yugure et Amaru lui font des yeux de chat suppliants, et il cède aussitôt, acceptant le détour. Akira cherche sur les étagères un livre avec des infos utiles.
Kalchrome s'approche de Yugure et la remercie d'avoir permis à Fides d'être elle-même. Il lui demande si elle a trouvé son grand amour et elle admet ne pas être encore sûre. Kalchrome l'assure de ne pas s'inquiéter, son grand amour se manifestera en temps voulu. Le lendemain, Obero les conduit à destination, mais Akira le regarde avec méfiance. Il lui demande pourquoi il est chauffeur, et Obero admet que son dernier boulot n'était pas rentable, alors il a changé de carrière. Il félicite Akira d'avoir de jolies filles cette fois, pas comme la dernière. Il est sûr qu'ils auront une merveilleuse Ilsia, mais Yugure révèle qu'ils se marient, pas d'Ilsia. Il les dépose au complexe, et Amaru lui donne un portrait de son visage pour le remercier du trajet. Il l'accepte volontiers, sûr qu'elle sera une grande illustratrice. Il part, et Akira se demande comment il connaît le passé d'Amaru. En entrant, il tombe sur un groupe de personnes qui se disputent. Un client tente d'intervenir, mais les dames lui disent de ne pas s'en mêler. Akira s'interpose, mais son geste coïncide avec un coup de poing. L'autre dame s'écarte, et Akira finit assommé. Akira se réveille, la dame s'excuse de l'avoir assommé. Le client s'excuse aussi, mais Akira le blâme, le croyant cause de la querelle. Le client clarifie qu'il n'est qu'un client pris dans la dispute des dames. La dame le soutient, et Akira s'excuse de l'avoir accusé à tort. L'homme minimise ses excuses et se présente. Yokurata. La dame se présente, Ajisai, la propriétaire du complexe, et s'excuse encore de l'avoir assommé. Akira dit que c'était sa faute de s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas, mais il se demande comment la querelle a commencé. Ajisai explique qu'Anayama est sa partenaire, ex-commissaire chez Howell. Elle était toujours occupée, mais quand elles se sont mises ensemble, elle a promis de quitter Howell pour l'aider à gérer l'auberge. Mais elle a toujours refusé d'honorer sa promesse, malgré les rappels d'Ajisai. Ajisai se plaint qu'elle est toujours en voyage d'affaires et rentre à peine. Elle a même oublié plusieurs fois leur tradition de rendez-vous d'anniversaire. Elle réalise qu'elle en dit trop et s'émeut, alors elle décide d'arrêter de les importuner avec ses problèmes. Yokurata souligne que l'affaire a été résolue grâce à Akira. Ajisai décide d'offrir une chambre gratuite à Akira pour s'excuser. Elle leur offre la plus haute chambre du complexe avec une vue panoramique sur la vallée. C'est la fierté de l'établissement et tous ceux qui y séjournent tombent amoureux du paysage. Elle les informe que le complexe a des bains mixtes et Amoru est impatiente de l'essayer, car ils peuvent tous se baigner ensemble. Akira refuse de se baigner avec eux, mais Ajisai les informe aussi que le bain a un effet de rapprochement, ce qui fait que les clients finissent en couple après s'être baignés ensemble. Amoru pense que le bain est un endroit magique, mais Akira ne croit pas à cette fantaisie car ce n'est pas logique. Yugure le fait taire car il gâche le moment. Ajisai se demande s'ils sont mal assortis. Akira l'informe que non, et qu'ils ne le seront jamais, mais Amoru insiste qu'ils devraient l'être, tandis que Yugure souligne qu'ils vont se marier. Akira les fait taire tous les deux, et insiste. Pas de bain mixte, de couple ni de mariage tant qu'il est là. Amoru décide de plonger dans le bain avec Yugure, car Akira se montre têtue. Elles entrent dans le bain et Amoru révèle qu'elle est énervée par l'attitude d'Akira. Elle remarque que Yugure est d'une étrange humeur, alors elle l'interroge à ce sujet. Mais Yugure insiste qu'elle va bien car ses données sont dans les normes. Amoru décide de vérifier quand même car elle a aussi remarqué qu'elle murmurait beaucoup autour d'Akira. Yugure décide de dire la vérité et admet qu'elle ressent toujours un serrement dans la poitrine chaque fois qu'elle regarde Akira. Amoru souligne que ça n'arrive que quand on est amoureux. Elle explique qu'elle a lu dans un livre que le cœur s'emballe chaque fois qu'on pense à quelqu'un de spécial. Amoru se demande pourquoi Yugure n'a jamais dit à Akira qu'elle l'aimait puisqu'elle a des sentiments pour lui. Yugure souligne qu'elle le fait toujours, mais elle réalise soudain qu'elle s'y est mal prise. Amoru admet qu'elle les aime tellement tous les deux et veut qu'ils se mettent en couple pour qu'ils puissent rester ensemble pour la vie. Quelque temps plus tard, Akira observe une carte sur le mur, espérant obtenir des informations sur Tokyo, mais il est déçu car elle ne montre que le plan de Tohoku. Akira est frustré car il n'obtient aucune réponse aux questions qui tourbillonnent dans sa tête depuis son réveil. Yugure entre derrière lui, mais il ne la remarque pas. Elle prend un instant pour se calmer et lui demande si quelque chose le tracasse. Akira souligne qu'il ne peut même pas lui parler de quoi que ce soit, car elle lui dira seulement que les informations sont classifiées. Yugure clarifie qu'elle ne dit pas ce mot pour le plaisir, mais qu'elle doit le dire car c'est ce pourquoi elle est programmée. Akira a déjà compris qu'il y a une raison derrière cela, mais il décide de l'interroger à nouveau. Il lui demande ce qui est arrivé au monde pendant qu'il dormait. Elle répond « classifié ». Il lui demande le but de sa création. Elle répond aussi « classifié ». Il lui demande si Tawasa est toujours là.
mais Yugure le laisse à peine finir sa phrase avant de répondre « classifié ». Yokurata entend sa question et se demande s'il a bien entendu à propos de Tawasa. Akira demande immédiatement s'il connaît Tawasa, et Yokurata admet que oui. Il prend des dispositions avec les dames qu'il a au bras pour plus tard afin de pouvoir discuter avec Akira sans distraction. Il révèle qu'il travaillait chez Howell, et c'est là qu'il a rencontré Tawasa pour la première fois. Yugure le regarde avec suspicion, et Yokurata le remarque. Il lui demande d'arrêter de lui lancer des regards noirs car il n'est plus associé à Howell depuis qu'il a choisi la vie d'un universitaire inoffensif. Il clarifie aussi qu'il ne les prévient plus pour les androïdes et leurs activités, donc elle n'a pas à être tendue avec lui. Akira est surpris que Yokurata connaisse l'identité de Yugure, et il est convaincu qu'il a beaucoup d'informations à sa disposition. Il lui demande de raconter ce qu'il sait sur Tawasa, mais Yokurata demande la permission de Yugure de divulguer des informations classifiées avant d'accéder à la demande d'Akira. Yugure révèle qu'elle n'interférera pas tant qu'Akira aura ces informations d'ailleurs. Yokurata sort une carte et la pose sur une table entre lui et Akira. Il l'informe qu'une guerre a éclaté entre l'humanité et l'IA en 2052, ce qui a entraîné des milliards de victimes et changé la carte du monde. Akira avoue qu'il se doutait de quelque chose d'énorme, mais pas à ce point. Yokurata révèle que Tawasa a mis fin à la guerre. Akira se demande pourquoi personne ne sait ce qui s'est passé, ni comment Tawasa a sauvé l'humanité. Yokurata explique qu'Howell a restreint les connaissances historiques et le traitement numérique des bases de données pour éviter que le passé ne se répète. Il ajoute que les gens d'aujourd'hui ignorent que leur monde est bâti sur les sacrifices de vie et de ressources innombrables. Akira demande comment Tawasa a mis fin à la guerre. Yokurata explique qu'elle a armé des androïdes, les Outside Series, qu'elle a créés elle-même pour repousser l'invasion de l'IA. Les dames de Yokurata l'appellent, pressée. Yokurata décide d'interrompre sa conversation avec Akira pour rejoindre les dames. Mais Akira l'arrête pour une dernière question. Il se demande ce qu'il est advenu de Tawasa après la guerre. Yokurata avoue ne pas savoir, car personne ne le sait. Akira ne comprend pas. Yokurata explique qu'après la guerre, Tawasa a fondé Howell avec les 6 sages, puis elle a disparu sans laisser de traces. Akira est surpris qu'elle ait fondé Howell, mais Yokurata révèle que c'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Akira espère qu'elle est toujours en vie. Yokurata lui rappelle que la guerre a eu lieu il y a près de 200 ans, il est donc peu probable qu'elle ait survécu si longtemps isolée. Il dit au revoir à Akira et part avec les dames. Akira est si bouleversé qu'il ne bouge pas d'un pouce même après le départ de Yokurata. Yugure se demande s'il va bien, et il avoue que oui. Il va se vider la tête en jouant au ping-pong contre le mur, mais les mots de Yokurata le hantent. Logiquement, Tawasa ne devrait pas être en vie. Pourtant, Akira refuse d'abandonner ses recherches, car logiquement, lui non plus ne devrait pas être en vie. Il va au bain pour se rafraîchir et décide de traverser, mais il attrape accidentellement Yugure. Il s'excuse et propose de partir, mais elle refuse et insiste pour qu'il reste, tant qu'il ne la regarde pas. Pendant ce temps, Amuro reste dehors pour dessiner le jardin du complexe. Ajisai sort avec Hanayama pour la rejoindre. Hanayama trouve le jardin magnifique. Ajisai la raille, la traitant de prétentieuse qui ne contribue en rien au complexe, ce qui l'agace. Elle demande à Amuro ce qu'elle ressentirait si on lui organisait un rendez-vous sans vérifier sa disponibilité. Amuro est prise dans leur querelle et son cerveau surchauffe. Elle s'enfuit, ne supportant pas le cauchemar de les voir toutes deux se prendre pour une Ilseiya. Au bain, Yugure abandonne son air timide et masse Akira. Elle lui demande pourquoi il a pris une balle pour elle. Akira avoue que son corps a agi avant qu'il ne réfléchisse, car il savait qu'elle aurait pu gérer la balle. Il se demande ce que Yugure lui fait. Elle révèle qu'elle le masse pour le remercier d'avoir pris une balle pour elle. Amuro les surprend et les accuse de se baigner sans elle. Elle saute immédiatement, ne voulant pas manquer le plaisir. Après le bain, Amuro demande à Yokurata le meilleur endroit pour dessiner. Il lui indique le Third Strike Crater pour son paysage. Hanayama suggère un autre lieu. Amuro est impatiente d'y aller. Hanayama propose de l'y emmener le lendemain, c'est sur son chemin. Dans l'esprit d'exaucer les vœux, Akira demande à Yugure s'il y a quelque chose qu'elle voudrait qu'il fasse pour elle en retour, puisqu'elle s'est occupée de lui pendant sa convalescence. Yugure réfléchit et lui demande de l'inviter à un rendez-vous. Pendant qu'Amuro et Yugure dorment encore, Akira entre dans le bain thermal et est surpris d'y trouver déjà Yokurata et la commissaire. Il se sent mal à l'aise de les voir ensemble. Yokurata explique avec désinvolture que le complexe autorise les bains mixtes et qu'ils sont entrés en même temps.
Yokurata presse Akira de les rejoindre pour ne pas attraper froid avant de passer du temps avec Yugure. Akira se dit que ce n'est pas un rendez-vous. Au petit déjeuner, Yugure ne prend qu'une seule portion, ce qui surprend Akira qui s'attendait à plus. Plus tôt ce matin-là, Yugure avait réveillé Amuro, disant qu'elle devait lui parler en privé. Plus tard, alors qu'Amuro se prépare à partir, Akira demande à Yokurata de veiller sur elle. Amuro trouve son inquiétude inutile et le traite d'inquiet. La commissaire s'approche et évoque en plaisantant le bain précédent, laissant Amuro choquée et incompréhensive. Akira s'agite en essayant de s'expliquer, mais Amuro dit simplement qu'il devra tout expliquer plus tard, à son retour. Elle part ensuite avec Yokurata et la commissaire. Peu après, Mademoiselle Ajisai apparaît derrière Akira, le taquinant sur le fait qu'il a dû bien s'amuser. Surpris, Akira essaye de se défendre, mais s'arrête en voyant Yugure, magnifique dans son kimono, ce qui le laisse sans voix. Mademoiselle Ajisai lui rappelle de ne pas gâcher le rendez-vous et de s'assurer d'avoir au moins 1 ou 2 baisers. Pendant ce temps, Amuro, Yokurata et la commissaire traversent la forêt vers le belvédère pour voir le cratère du 3e impact. La commissaire explique que malgré son nom sinistre, le lac est magnifique et l'un de ses endroits préférés. Elle mentionne qu'on y a récemment découvert de précieux minéraux et Yokurata ajoute qu'Owell prévoit de développer la zone en utilisant peut-être le complexe Nutore comme base minière. Amuro est choqué, réalisant qu'Owell veut détruire le complexe. La commissaire insiste qu'elle l'arrêtera, mais Yokurata en doute, soulignant qu'elle supervise toujours le projet. La commissaire explique s'être attachée au complexe au fil des ans et que cela compte beaucoup pour Mademoiselle Ajisai. Elle admet aussi que, n'ayant pas démissionné d'Owell, sa relation avec Mademoiselle Ajisai est devenue tendue. Quand Amuro lui demande si elle a essayé de parler à Mademoiselle Ajisai des plans miniers, la commissaire avoue craindre que Mademoiselle Ajisai ne lui pardonne jamais, car Nuture lui est très précieux. Au même moment, Akira et Yugure marchent ensemble, profitant de cette journée paisible. Yugure commente à quel point c'est agréable, et Akira acquiesce silencieusement. Son pas est rapide, obligeant Yugure à se dépêcher. Il le remarque, s'arrête, ralentit pour s'adapter à son rythme et s'excuse. Alors qu'ils continuent leur promenade, elle lui demande s'il a prévu quelque chose pour leur rendez-vous. Il répond que oui, et espère qu'ils profiteront de leur temps et s'amuseront. En chemin, il remarque un stand vendant des brochettes de viande. Akira achète 2 brochettes et en tend une à Yugure, lui disant qu'elle n'a pas beaucoup mangé au petit déjeuner. Gênée, elle avoue ne pas vouloir avoir le visage gonflé pendant le rendez-vous. Curieux, Akira se demande si un androïde peut avoir le visage gonflé. Yugure répond que c'est seulement une habitude psychologique, pas physique. Akira lui dit de manger avant que ça ne refroidisse, et quand elle prend une bouchée, elle s'illumine d'excitation, émerveillée par le goût délicieux. Un instant plus tard, Yugure est fascinée par les fleurs à proximité. Elle demande si Akira a déjà offert une fleur à des androïdes. Il est surpris qu'elle s'en souvienne, puis lui demande ce qu'elle préfère, les fleurs ou les dangos. Elle manque de dire dango, mais change vite sa réponse pour les fleurs. Plus tard, Akira la surprend avec une glace en forme de fleur. Yugure la regarde et dit que si elle la mange, elle ne l'aura plus. Mais Akira lui dit que ce genre de fleur lui va le mieux. Faisant semblant d'être déçue, elle prend quand même une bouchée, et Akira la regarde discrètement en souriant. Pendant ce temps, Amuro est assise sur le belvédère, esquissant le cratère du 3e impact. La commissaire commente que le cratère est un lieu de rendez-vous populaire. Cela rappelle à Amuro sa conversation avec Yugure, qui lui avait dit qu'elle et Akira avaient un rendez-vous. Amuro voulait les accompagner, mais Yugure avait demandé un peu de temps seul avec Akira, et Amuro avait accepté à contre-cœur. De retour au présent, Amuro s'avoue qu'elle aurait aimé y aller aussi. De retour avec Akira et Yugure, ils continuent leur promenade dans la forêt. Yugure trébuche soudainement sur une pierre lâche, manquant de tomber, mais Akira lui attrape vite la main pour la stabiliser. Ils réalisent tous deux que la lanière de sa sandale est déchirée, et elle soupire, disant qu'elle doit des excuses à Mademoiselle Ajisai pour l'avoir abîmée. Akira s'agenouille, l'aide à retirer la sandale cassée et la répare. En terminant, il remarque qu'elle n'est pas elle-même ces derniers temps. Yugure sourit vivement, le remercie et court devant, disant qu'il a égayé sa journée. En la regardant, Akira ne peut s'empêcher de murmurer qu'elle est très belle, ce qui fait rougir Yugure profondément. Ailleurs, Amuro partage ses sentiments avec Yokurata, expliquant que laisser Akira et Yugure sortir ensemble la met mal à l'aise. Yokurata lui conseille doucement d'exprimer ce qu'elle ressent avec des mots. Après une pause, Amuro avoue qu'elle aime vraiment Akira et Yugure et veut qu'ils restent tous les 3 ensemble. En les voyant de loin sur un pont, elle confesse que les voir en rendez-vous lui fait mal au cœur et elle se demande ce qu'elle doit faire. Yokurata lui conseille d'être honnête et directe sur ses sentiments,
Mais Amoru hésite, disant que cela rendrait les choses inconfortables pour tout le monde. Yokurata explique que l'amour est naturellement égoïste et que de tels sentiments font partie de la nature humaine. Après réflexion, Amoru décide d'essayer de parler à Akira et Yugure. Pendant ce temps, Yokurata se tourne vers la commissaire et lui demande ce qu'elle compte faire, si elle craint vraiment que mademoiselle Eigisai ne l'abandonne. La commissaire répond doucement que mademoiselle Eigisai est en fait une personne gentille et douce. En l'an 2045 de l'ère commune, Tawasa répare un chien droïde nommé Davut. Une voix automatisée commente que le droïde ressemble à un enfant partagé entre elle et Akira, alors qu'elle effectue la maintenance avec soin, comme si elle exprimait son affection pour lui à travers ses actions. Tawasa se demande à voix haute si une IA peut tomber amoureuse d'un humain. La voix automatisée répond que l'intelligence artificielle n'a ni forme physique ni émotion. Cependant, Tawasa n'est pas d'accord, disant que si une IA existe pour servir et protéger son utilisateur, elle voudra naturellement devenir spéciale pour cette personne un jour. La voix automatisée lui demande alors si elle est spéciale pour elle, et Tawasa répond oui. Elle explique que les émotions ne dépendent pas d'avoir un corps physique. Elles surgissent quand quelqu'un se soucie vraiment d'un autre. Ces émotions, ajoute-t-elle, sont ce qui inspire les gens, ou même les machines, à aller de l'avant. Plus tard, Akira et Yugurei marchent ensemble à travers une vaste caverne. Au moment où Akira s'apprête à parler, Yugurei lui dit que c'est sa sœur, Yoyami, qui a ouvert la caverne, et que Yoyami et Hakubo sont toutes deux ses sœurs. Elle révèle que les androïdes armés ont été créés pour mettre fin à la guerre des IA. Akira réalise que Yugurei est une série externe, un type spécial d'androïde conçu pour le combat. Yugurei lui demande alors ce qu'il ressent, en sachant qu'elle est une arme de guerre. Akira admet que, comme il était inconscient pendant une grande partie de cela, tout semble être une histoire lointaine, difficile à croire même en regardant le monde autour de lui. Yugurei lui demande s'il n'a pas peur d'elle malgré ce qu'elle est. Akira lui rappelle qu'elle lui a sauvé la vie plusieurs fois. Elle ajoute que si elle voulait, elle pourrait facilement agrandir le cratère en quelques secondes. Akira sourit et dit qu'il préfère la façon dont elle est maintenant, telle qu'elle est. Yugur rougit à ces mots et lui dit qu'il agit bizarrement en disant de si belles choses, mais Akira la taquine en retour, la traitant d'étrange pour avoir évoqué la guerre pendant leur rendez-vous et pour avoir essayé de moins manger. Il reformule alors ses taquineries en appréciation, ce qui la fait rire. Elle admet qu'elle n'est pas elle-même ces derniers temps à cause de lui et lui dit en plaisantant de prendre ses responsabilités en l'épousant. Akira éclate de rire, disant qu'elle n'a pas dit ça depuis longtemps. Yugur lui prend la main et suggère de prendre une photo ensemble pour se souvenir de cette journée. Utilisant sa montre connectée comme appareil photo, le compte à rebours commence. Elle remarque malicieusement que s'il compte l'embrasser, ce serait le moment idéal. Akira est gênée qu'elle ait entendu sa pensée, mais elle en rit, disant qu'elle plaisantait. Alors que l'appareil photo flash, elle sourit vivement et lui dit qu'elle l'aime beaucoup. La photo la capture souriant doucement, tandis qu'Akira reste là, stupéfait par ces mots. À leur retour, mademoiselle Agisai les salue et leur demande jusqu'où ils sont allés. Akira répond qu'ils sont allés près du cratère du troisième impact, mais mademoiselle Agisai précise qu'elle voulait dire autre chose par sa question. À ce moment, Amoru et les autres arrivent. Mademoiselle Agisai commence à les accueillir, mais se fige lorsqu'elle aperçoit la commissaire. Sans un mot, elle se tourne pour partir, mais la commissaire l'interpelle, insistant sur le fait qu'elles doivent parler. Mademoiselle Agisai essaie de l'ignorer, mais la commissaire continue, expliquant que des minéraux précieux ont été découverts sous le complexe l'année dernière, et Cowell prévoit maintenant d'exploiter la zone. Elle révèle que le cratère et la ville sont tous deux destinés à devenir des sites d'excavation. Lorsque mademoiselle Agisai s'enquiert du sort du complexe, la commissaire répond que si les choses continuent ainsi, il ne survivra pas. Mademoiselle Agisai est profondément attristée par la nouvelle et est encore plus choquée d'apprendre que la commissaire est celle qui supervise le projet minier. La commissaire explique qu'elle n'a jamais démissionné d'Owell, voulant stopper le projet de l'intérieur. Mademoiselle Agisai craint d'être accusée de trahison si elle s'en mêle, mais la commissaire lui assure que ça n'a aucune importance. Mademoiselle Agisai est plus précieuse que tout. Submergée, mademoiselle Agisai insiste pour la frapper. Mais quand la commissaire accepte, mademoiselle Agisai lui donne juste une douce tape sur la joue et l'embrasse. Elle lui dit qu'elle partagera le fardeau avec elle. Elle s'étreigne, les autres observant discrètement. Plus tard ce soir-là, Yugre aide Amoru à se coiffer dans la chambre. Yugre la remercie pour la journée, admettant les avoir vus en rendez-vous et n'avoir pas aimé ça. Elle confesse qu'elle voulait être avec eux, mais s'est sentie exclue. Yugre lui rappelle que c'est pourquoi elle a demandé la permission et est contente d'avoir passé du temps seule avec Akira. Amoru boude disant que ce n'est pas juste et qu'elle regrette d'avoir accepté. Elle déclare qu'elle n'agira plus comme une gentille fille.
Yugure la taquine, disant qu'elle a hâte de découvrir cette nouvelle facette d'elle. Amouroux sourit et répond qu'elle s'assurera qu'ils atteignent tous Ilke ensemble. Le lendemain matin, Mademoiselle Aijisai et la commissaire raccompagnent Akira, Yugure et Amouroux à la porte. Ils y rencontrent Yokurata qui les attend. Il dit qu'il cherche aussi quelque chose et pense le trouver s'il voyage avec eux. Comme il connaît Sendai, il propose de leur servir de guide. Le groupe part en bus, s'arrêtant plus tard dans un hôtel pour la nuit. Le lendemain matin, ils continuent leur voyage en bus vers Sendai. Pendant le trajet, Yokurata emprunte la montre d'Akira, disant qu'il aurait pu la demander dès le début et promettant de lui dire s'il découvre quoi que ce soit. Arrivé, il rend la montre, affirmant n'avoir rien trouvé, bien qu'il ait secrètement remarqué quelque chose d'intrigant. Depuis le belvédère, il contemple la vaste ville de Sendai. Yokurata explique que de nombreuses installations d'entraînement d'élite pour les pros de Tokyo y sont basées, et appeler la ville un pôle académique serait exact. Il ajoute que toutes sortes de connaissances, y compris des documents historiques cachés et restreints, y sont stockés. À part le siège d'Owell, aucun autre endroit ne détient une information aussi vaste. Akira déclare qu'il compte y jeter un œil, mais Yugure le prévient qu'Owell contrôle étroitement le flux d'informations. Yokurata sourit et dit qu'il peut gérer ça, car Sendai contient plus de connaissances qu'ils ne peuvent l'imaginer. Ils arrivent bientôt à une immense bibliothèque, la Tour du Savoir, fierté de Sendai. Yokurata explique qu'il pourrait y trouver ce qu'il cherche. Cependant, en atteignant la section des documents nécessaires, il trouve les étagères presque vides, avec seulement quelques livres éparpillés. Akira se demande si les volumes ont été mal rangés, mais Yokurata répond que la bibliothécaire est méticuleuse et ne ferait pas une telle erreur. Il décide de rencontrer la bibliothécaire, Seishot, agréablement surprise et heureuse de voir Yokurata. Akira lui demande si la bibliothèque contient des archives sur Tawasa Okunagi et la guerre des IA. Seishot se fige, incapable de répondre. Yokurata en conclut que les documents doivent être restreints, puis révèle à tous qu'il travaille pour Owell, choquant Akira et Yugure. Yokurata commence à flirter avec Seishot, qui, troublé, explique que le livre qu'Akira cherche a été censuré et n'existe probablement plus nulle part. Ignorant la tension, Yokurata demande quand elle finit le travail, faisant clairement allusion à une invitation. En quittant la bibliothèque, Akira, toujours curieux, demande si Seishot est sa petite amie, mais Yokurata évite de répondre. Dehors, Yugure remarque qu'Amaru semble distante, mais Amaru insiste qu'elle va bien. Yokurata suggère alors que, n'ayant pas trouvé l'information, il devrait aller à Tokyo, où il y aurait une chance de la découvrir. Cependant, le prochain train pour Tokyo ne part que l'après-midi suivant. Il propose qu'en attendant, ils explorent d'autres lieux à Sendai, qui stockent des livres, y compris les réserves fermées, des sections restreintes contenant des documents classifiés. Quand Akira demande comment accéder à un tel endroit, Yokurata sourit et leur montre une clé, disant qu'il l'a obtenue avec un petit tour de magie. Akira est surpris que Yokurata ait volé la clé à Seishot en flirtant. Yokurata n'est pas dérangé car il sait que Seishot lui pardonnera s'il s'excuse. Elle a toujours eu un faible pour lui. Il informe Akira qu'il a un rendez-vous avec Seishot, ce qui facilitera sa recherche dans la section restreinte. Akira se demande pourquoi Yokurata est soudainement si gentil avec lui, et il révèle qu'il est également intéressé par ce qu'il recherche. Donc il sera reconnaissant s'il obtient des réponses. Akira hésite encore à accepter la faveur de Yokurata, mais Amuro parle de lui et accepte de prendre la clé. Akira concède finalement car ils n'auront plus jamais une autre chance comme celle-là d'explorer la partie restreinte de la bibliothèque sans interruption. Il remercie Yokurata de lui avoir permis d'emprunter la clé, mais Yokurata remarque qu'il leur reste encore du temps avant la tombée de la nuit. Il suggère de visiter le marché souterrain du livre pour trouver les informations dont Akira a besoin car il est connu pour ses objets rares. Il les exhorte à continuer pendant qu'il rentre chez lui, et Amuro est surpris de les abandonner. Il souligne qu'il doit rentrer chez lui pour planifier son rendez-vous. Donc Seishot ne soupçonne aucun acte criminel. Il leur dit au revoir et leur souhaite bonne chance. Akira décide de retourner à la gare et d'acheter d'abord ses billets pour le prochain trajet en train. Yugure demande à Amuro si elle a trouvé quelque chose concernant le livre d'histoire de ses parents. Mais elle est surprise par la question car elle ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne note de ses actions. Akira lui rappelle qu'ils ont fait la promesse de chercher ensemble les livres de ses parents, et elle est tellement flattée qu'elle se précipite pour les serrer dans ses bras. Un pouls émerge soudainement de la tête de Yugure, et elle pousse soudainement Akira et Amuro de l'autre côté de la route. Amuro se demande ce qui se passe, et Yugure révèle que Yoyami et Hakubo sont à proximité, ils doivent donc les éviter à tout prix. Ils se cachent dans une ruelle et jettent un coup d'œil pour les observer tous les deux et s'assurer qu'ils ne sont pas suivis. Yugure comprend qu'ils ont découvert qu'ils se dirigeaient vers le sud en fouillant toutes les villes qu'ils ont visitées.
Elle propose d'agir comme leur et de les conduire vers un autre endroit en utilisant une autre station, mais Akira n'aime pas l'idée car cela la met en danger. Yugri insiste sur le fait que c'est la meilleure solution car c'est le seul moyen d'éviter une confrontation directe avec les filles. Yuguri s'excuse auprès d'Amuro car elle ne la rejoindra plus pour chercher les livres d'histoire de ses parents. Elle ordonne à Akira de veiller sur elle pendant son absence. Elle le prévient également de ne pas tenter de profiter de la petite fille, puisqu'elle ne sera pas là pour le surveiller. Elle lui demande de lui acheter un billet car elle ne veut pas être retenue à la gare. Elle saute sur le toit et des corbeaux éclaireurs travaillant pour Akubo la repèrent. Une explosion se produit et Yoyami est impatient de courir après Yugure, mais Akubo est méfiante parce qu'elle agit hors de son caractère. Yoyami rejette ses soupçons car il s'agit d'une opportunité privilégiée à ne pas manquer. Elle se jette sur Yugrei et Akubo la suit. Pendant ce temps, Akira et Omoru se dirigent vers la gare pour obtenir des billets de train pour Tokyo. Ils ne peuvent se permettre qu'un billet de train en 3e classe car c'est si cher qu'ils quittent la gare. Et Akira suggère qu'ils devront peut-être postuler pour des emplois subalternes parce qu'ils manquent d'argent. Moru lui assure que les choses ne sont pas si graves. Elle aperçoit soudain une petite ville derrière une ruelle et attire l'attention d'Akira sur elle. Ils entrent dans la ruelle et Akira a une bonne vue sur la ville avec un lac au milieu. Omoru commence à explorer et force Akira à faire ses courses. Elle l'oblige à acheter différentes denrées et essaye différents vêtements dans la boutique avant de partir. Elle conduit Akira dans une boutique de bracelets. Elle supplie Akira de leur procurer un ensemble assorti avec des couleurs jaunes, rouges et bleues pour elle, lui et Yugure. Akira lui rappelle qu'ils n'ont pas assez d'argent, mais le vendeur leur propose une réduction s'ils achètent les 3. Amuro utilise son charme de marchandage et obtient presque les bracelets gratuitement. Le vendeur s'abandonne à son sort car il ne peut pas négocier mieux qu'Amuro. Il conseille à Akira de la garder proche et de la chérir car elle fera une excellente partenaire à l'avenir. Akira remarque soudain une boucle d'oreille qui attire son attention. Il quitte le magasin et Omoru rigole tellement d'excitation qu'Akira se demande ce qui ne va pas chez elle. Elle révèle qu'elle est si heureuse qu'elle ne peut contenir son enthousiasme. Elle supplie Akira de l'emmener au prochain magasin. Après leur virée shopping, ils traînent sur un banc public. Amuro est satisfaite de leurs achats, de quoi faire leur voyage. Akira sait qu'ils ont tant acheté grâce à son talent de négociatrice. Le ventre d'Amuro gargouille, elle essaye de le cacher, mais Akira y voit un signal pour le déjeuner. Il sort de la nourriture mais peine à manger. Amuro comprend qu'il est trop inquiet pour Yugure. Il avoue penser à elle sans cesse, Hakubo et Yoyami semblaient dangereux. Amuro lui demande s'il est amoureux de Yugure et il se demande d'où vient cette question inattendue. Elle devait demander car ils sont sortis il y a quelques jours sans elle. Elle a eu du mal à les voir seuls, elle préfère quand ils sont tous les 3. Elle sait qu'Akira veut épouser Tawasa, mais Yugure veut épouser Akira. Elle est prise entre les deux, car elle veut être en couple avec eux. Elle ne connaît pas Tawasa, mais est sûre que c'est une bonne personne puisqu'elle aime Akira. Elle accepte une union à 4, si c'est ce qu'Akira veut. Akira explique qu'elle ne comprend pas ce qu'il lui dit depuis le début. Le mariage qu'il veut est l'union avec la personne qu'il aime. Amuro se souvient que Yugure lui a dit la même chose. Elle attrape le bras d'Akira et révèle qu'elle les aime tous les deux, mais Akira ne trouve pas les mots, alors elle change de sujet. Ils vont au marché souterrain du livre. Amuro est certaine qu'Akira y trouvera des infos, la collection est étonnante. Akira est confiant que sa recherche touche à sa fin. Il examine les titres quand Monsieur Oboro le repère et l'interpelle. Akira se demande ce qu'il fait là. Il révèle qu'il a ouvert une librairie d'occasion, car être chauffeur ne suffisait plus. Il demande ce qu'Akira cherche. Akira s'approche et lui chuchote qu'il cherche des livres interdits. M. Oboro hurle de surprise. Akira tente de le faire taire mais c'est trop tard. Il les entoure ne pouvant les laisser partir après avoir parlé de livres interdits. Il raconte comment Howell les a réprimés, confisquant tous les livres interdits qu'ils avaient mis des années à rassembler. Ils les maudissent d'avoir ruiné leur travail. Monsieur Oboro est surpris. Il ne les a pas rencontrés. Le vendeur l'informe que c'était juste avant son arrivée. Monsieur Oboro réalise que le raid est récent. Amuro se demande s'il reste des livres. Le raid étant si récent. Le vendeur sort de sa poche un livre d'ingénierie électrique. C'est le seul livre qu'il a sauvé du raid. Les autres vendeurs ont aussi montré leurs livres rescapés d'Howell. Akira parcourt tous les livres, mais ne trouve pas l'information dont il a besoin. Les vendeurs s'excusent de lui avoir donné de faux espoirs. Ils se demandent ce qu'Howell a fait des livres pris lors des raids. Leur meilleure supposition est qu'ils les ont stockés à la bibliothèque. Ils informent Akira qu'ils sont sûrement dans les réserves de la bibliothèque car sa chatte était en charge du raid. Les livres y seront,
C'est là qu'ils stockent les illégaux et ceux à brûler. Akira doute de trouver le livre, il pense qu'ils ont été brûlés. Mais le vendeur dit que sa chatte ne le permettra jamais, elle a une obsession étrange pour les livres. Il spécule qu'elle garde les livres en sécurité, ne pouvant les voir brûler. Akira fouille son sac pour la clé, la bibliothèque est leur meilleure chance de trouver le livre. Un vendeur lui donne le plan de la bibliothèque et l'exhorte à la prudence. Ils vont à une auberge, réservent une chambre, un seul lit, Akira l'offre à Amoru. Elle saute sur le lit et lui demande de la réveiller au départ. Elle s'endort en quelques secondes. Akira n'en revient pas de sa rapidité. Il prend le plan de ses mains et s'excuse en silence. Il promet de revenir une fois le livre trouvé. Il va à la bibliothèque et observe les gardes une minute. Il observe leur routine et choisit le bon moment pour entrer. Il passe à l'action mais Amoru l'interpelle, furieuse. Elle est hors d'elle. Il est parti sans elle. Akira explique qu'il voulait la protéger, Yugure n'étant pas là pour leur sécurité. Amoru insiste pour venir, car Akira ne peut pas reconnaître les livres de ses parents. Akira accepte, mais la prévient de fuir si ça tourne mal. Amoru accepte, et ils se faufilent dans la bibliothèque. Akira suit le plan, ils atteignent la salle des réserves sans être vus, mais se heurtent à une porte métallique avec une serrure numérique. Akira se demande pourquoi la porte fonctionne encore, malgré l'interdiction de la technologie numérique. Il tâtonne la poignée et découvre qu'il faut une carte. Amaru fouille le bureau et la trouve. Il glisse la carte, la porte bip. Un garde, alerté, décide d'inspecter la pièce. Amaru et Akira peinent à ouvrir la porte, le garde se rapproche. Omoru comprend que c'est une porte à pousser. Ils entrent vite et referment avant que le garde n'arrive. Le garde se dit que le bruit était son imagination et reprend sa ronde. Mais Seishat reçoit une alerte sur son téléphone et sort du lit. Yokurata se demande si quelque chose la tracasse. Elle révèle qu'elle doit aller à la bibliothèque car c'est le seul endroit qui lui donne vie. À la bibliothèque, Akira et Amaru parcourent les titres, mais Akira repère une porte qui semble déplacée. Il comprend qu'elle doit être spéciale pour se démarquer autant. Il s'approche de la porte, mais un garde entre par une autre, ayant entendu du bruit. Akira et Omoru se cachent vite, le garde les cherche. Omoru fait tomber des livres, le garde suit le bruit. Ils se cachent derrière des étagères mais entendent le garde approcher. Akira panique, ne sachant que faire. Omoru surmonte sa peur et court vers le garde. Elle le plaque, mais il la maîtrise et remercie le ciel pour ce repas. Akira arrive par derrière et endort le garde. Il est content que son corps n'ait pas oublié le judo. Il ligote le garde et entre dans la pièce. Akira allume la lumière et regarde autour. Il en conclut que c'est un bureau privé, appartenant à quelqu'un d'obsédé par les livres interdits. Omoru fait remarquer qu'Akira lui a rappelé son père. Son père est gentil mais devient dur et effrayant si leur sécurité est menacée. Elle se souvient des soldats d'Owell attaquant leur ville. Sa mère lui a dit de fuir sans se retourner. Un soldat l'a frappé à la tête et a appelé un officier pour la capturer. Son père a plaqué l'officier avant qu'il ne l'atteigne. Amaru s'inquiétait, mais il lui a ordonné de fuir. Il lui a dit qu'il l'aimait, mais les soldats se sont ligués pour le neutraliser. Amaru était triste, elle a dû fuir, sans choix. Elle remercie Akira de l'avoir sauvée, mais il minimise, ayant appris l'autodéfense à l'école, alors que Tawasa était nulle. Amoru est curieuse de Tawasa. Akira explique qu'elle était un rayon de soleil qui illuminait tout. Akira devient nostalgique, les souvenirs affluent. Amoru s'assure qu'il va bien, et il la rassure. Il remarque un tissu couvrant une vitrine de livres. Il l'écarte et examine les livres. Il s'arrête net, voyant un livre sur les recherches de Tawasa. Il tente d'ouvrir la vitrine, en vain. Amoru propose de la briser avec une chaise, mais Seishat, d'un coup de fouet, la lui arrache. Elle ordonne aux soldats d'appeler des renforts pendant qu'elle s'occupe des intrus. Elle les fustige pour avoir souillé ses amants. D'un coup de fouet, elle brise la vitrine et libère les livres. Le livre des parents d'Amoru et celui de Tawasa tombent. Akira supplie Seishat de les leur donner. Ce sont les seuls qu'ils veulent. Mais elle refuse. Personne ne touchera à ces livres. Elle ne supporte pas d'en être séparée. Akira tente de négocier pour les livres, mais Amaru en a assez. Elle se précipite vers une lampe, menaçant de tout brûler si Seishat ne les donne pas. Seishat tente de l'arrêter avec son fouet, mais elle brise la lampe, répandant de l'huile sur ses livres. La lampe enflamme les livres, la pièce s'embrase. Akira prend Amoru et cherche une sortie, mais Amoru refuse de partir sans les livres. Akira le déconseille, la pièce est en flammes,
mais elle fait remarquer que les livres ne sont pas encore touchés. Elle reconnaît qu'Akira a assez fait, qu'il laisse le livre de ses parents, peu importe. Mais elle le supplie de récupérer celui de Tawasa. Akira se décide et part le chercher.